Est-ce que vous croyez qu'il peut exister une critique qui soit juste, par exemple? Même personnel, et les critiques, justement, moi je comprends très bien ça, sont toujours personnelles en général. Je veux dire, quand ils pensent du mal de quelque chose, ils cherchent à faire du mal parce que quand on est critique, c'est un mouvement d'humeur, comme ça, le lendemain c'est passé, on pense autre chose. Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast d'Hétérotopie. On va retrouver une équipe qu'on a déjà connue dans la critique des triangles avec de nouveaux rédacteurs que je vais présenter juste après. On va parler aujourd'hui de la série Netflix Stranger Things 2, la saison 2, série des frères Duffer sur Netflix. Je suis Jean-Baptiste Navarrete, accompagné aujourd'hui de Nicolas Garcia, un des rédacteurs d'Hétérotopie. Bonjour. Je suis aussi accompagné de Clément Sabatier, aujourd'hui qui est aussi un rédacteur chez Hétérotopie. Bonjour JB. Et je suis également accompagné de Sébastien Deville, également rédacteur chez Hétérotopie. Bonjour. Et bien donc pour commencer ce podcast donc sur Stranger Things, on va commencer par un petit tour de table pour consulter vos avis à tous. Donc du coup nouvelle saison qui nous arrive sur Netflix avec au total 9 épisodes. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur votre avis très personnel en tout cas, général. On va commencer par Nicolas. Mon avis sur Stranger Things 2 est vraiment très positif. J'en ai entendu beaucoup de mal. Notamment peut-être à cause d'une redondance par rapport à la saison 1 que je craignais moi aussi. C'est vrai qu'il y avait quelque chose pour moi un peu absurde à faire une saison 2 de cette série qui était pour moi peut-être, en tout cas sur la saison 1, un grand hommage aux années 80. Mais j'en ai déduit à peu près au milieu de cette saison 2 que ce n'était plus du tout la même série et qu'enfin elle avait pris une ADN complète, une ADN qui lui appartient totalement et que les frères Duffer ont eu cette ambition de recréer quelque chose à partir des multiples références. C'est-à-dire que la référence n'est pas ici utilisée comme des clins d'œil aux spectateurs, mais est véritablement utilisé comme un objet de montage qui fait sens à mes yeux. Donc, pour moi, ça fonctionne très bien. D'accord, très bien. On va enchaîner avec l'avis de Clément Sabatier. Moi, de mon côté, je suis un peu plus mitigé, plus partagé sur cette saison 2. J'avais beaucoup apprécié la 1 parce que je trouvais qu'elle était très équilibrée concernant les personnages, mais aussi concernant la narration. Et j'ai trouvé qu'il y avait déjà un problème dans la saison 2 où il y avait une sorte de léthargie ambiante qui était voulue, certes, mais pour moi, la cohérence n'est pas gage de qualité dans une série. On peut avoir un objet filmique mauvais, mais cohérent. Pour le coup, c'est pas mauvais, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses à redire, notamment sur le fait que la saison 2 est beaucoup trop dans le prolongement de la 1. Alors, vous me direz, c'est logique qu'une saison 2 soit dans le prolongement d'une première saison, mais j'aurais préféré qu'elle soit plus dans le renouvellement de la 1. Et tu parlais de redondance, Nicolas, mais moi j'ai trouvé ça beaucoup trop redondant, beaucoup trop répétitif et surtout désanimé. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une sorte de léthargie ambiante dans la saison qui m'a un peu déplu, qui en termes de rythme m'a aussi déçu dans le sens où le personnage de Mike, qui était un peu l'animateur de la série, la saison 1, était là pour des raisons évidentes parce qu'il était éloigné d'Eleven et qu'il était animé par cet amour. Là, il se retrouve désanimé et du coup, je trouve que la saison 2 est à l'image du personnage de Mike, où l'ensemble est finalement contaminé par une forme de manque d'originalité, de manque de vivacité même dans sa manière d'aborder les différents thèmes. Effectivement, cette notion de contamination qu'on va revoir un tout petit peu après avec toi justement Clément. On va passer à l'avis sur cette saison 2 de Stranger Things de Sébastien. Moi, j'ai globalement bien aimé la saison 2, même si je partage un peu les quelques réserves de Clément.
notamment sur le fait de ne pas avoir su totalement renouveler les thèmes de la première saison. C'est-à-dire que la première saison, je la trouvais très, très juste et très forte sur les thèmes notamment de la famille, du deuil relatif à la perte d'un enfant, de la disparition d'un enfant, les relations parents-enfants. Et je trouvais que la saison 2, elle aurait dû élargir un peu ce cercle problématique et ne pas rester concentrée sur le thème familial. Et je trouvais que là, au contraire, elle reste sur ce thème-là et finalement redit un peu ce qu'elle a déjà dit dans la saison 1. Et puis, je trouvais aussi que il y a un rapport très, très ambigu aussi à la nostalgie. Mais ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Et Nicolas qui voulait ajouter quelque chose. Mais en fait, c'est toujours par rapport au thème de la redondance dont j'avais parlé au début. Et effectivement, vous avez trouvé qu'il n'y avait pas un renouvellement suffisant dans cette saison. Disons qu'effectivement, il y a quelque chose de vraiment figé dans cette saison. C'est-à-dire que le temps s'est arrêté. On entre dans une autre manière de concevoir le temps, un peu comme si l'Upside Down avait vraiment infecté pour l'instant, pris une ampleur différente. Qui dépasse un peu la réalité de l'Upside Down en lui-même. Mais cette chose, pour moi, elle raconte vraiment quelque chose du deuil. C'est pas gratuit de repartir. Même la question familiale, à quoi elle sert dans cette saison, pour moi, enfin, concrètement, elle sert à un passage de cap pour le personnage d'Eleven. C'est-à-dire que le personnage de la mère, on le verra, mais on comprend un peu mieux où on en est, où elle en est. Ça permet de passer un cap et de passer des portails, même pour Eleven, et on aura une partie là-dessus justement, de traverser un portail même entre les mondes, cette question familiale. Et je pense que c'est pour tout enfant, il y a cette manière de passer ces caps qui sont importantes. Donc effectivement, tout est figé. Notamment à Hawkins, mais il y a des choses en mouvement, en périphérie d'Hawkins. Effectivement, c'est ça que je pensais, c'est aussi cette particularité où de cette première saison, on avait une exposition des personnages qui étaient des enfants, qui étaient figés justement dans ce rôle d'enfant-là. J'ai l'impression dans cette saison 2, ces enfants, on leur permet de grandir et en plus on souhaite le montrer explicitement, ce côté où ils ont vraiment cette envie de grandir. Et je pense que les frères Duffer voulaient surtout montrer l'acheminement de cette vieillesse qui arrive petit à petit. Mais on le voit surtout avec le personnage d'Eleven. On voit vraiment qu'elle est très enfant au début de la saison 2 encore. Elle est encore sous l'égide du commissaire de police qui l'a hébergée, qui l'a sous sa tutelle. Et du coup, elle est réduite encore au stade d'enfant. Elle est très frustrée par rapport à ça. Elle doit manger des pancakes, doit rester dans sa chambre. Voilà, on elle aime bien les pancakes. Ouais, elle aime bien les pancakes, c'est vrai. C'est pas des gaufres, d'ailleurs. C'est des gaufres. Ah ouais, c'est des gaufres. C'est des gaufres. Et non, un gâteau de gaufres. beaucoup de chantilly. Et du coup, non, et après, voilà, il y a un épisode qui a été consacré uniquement à ce personnage qui lui a permis de grandir de manière express. Et de faire de la pré-ado à devenir quasiment une femme, à être sexualisée. Bon, ils font passer la sexualisation d'un personnage en 45 minutes en la faisant devenir un peu en marge, un peu punk. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas l'épisode le plus réussi pour moi. Mais voilà, après on y reviendra. Il y a quelque chose sur la grande sœur, je te laisse la parole sûr, sur Sébastien, mais pour moi, c'est la grande sœur qui fait ce passage. Ouais, c'est ça. Moi, je trouvais justement que ce passage-là avec Eleven, il est un peu... parce que c'est le moment où justement la série sort de la ville Hawkins, s'ouvre sur l'extérieur, et finalement pour revenir à Hawkins. Et cette ouverture sur l'extérieur, je la trouve intéressante, mais justement inaboutie, parce qu'au final, on revient sur Hawkins et on referme un peu le champ des possibles ouvert par cette ouverture sur Ça l'extérieur. devient totalement comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est dommage parce que il y avait quelque chose à exploiter. Alors, en dehors de ça, je trouve que les frères Duffer filment beaucoup mieux la campagne que la ville. Esthétiquement, je trouve que la ville, ça a été filmé d'une manière très naïve et montrer un petit microcosme en marge dans une société qu'on ne voit à peine, c'est quand même dommage. Et je pense que c'est parce que justement c'était pas leur sujet. Oui, c'était pas leur sujet. Esthétiquement, ils ont reculé d'une décennie, je dirais. La film, comme dans les années 70, enfin comme des réalisateurs moyens des années 70 filmeraient New York. Mais parce que justement, changer d'espace,
Parce que là, on reste très centré sur Hawkins et on dirait que la menace qui pourtant a l'air assez énorme, vu que c'est quand même vis-à-vis du monstre de la saison 1, le monstre de la saison 2 est quand même beaucoup plus menaçant et beaucoup plus... Et donc cette ouverture sur l'extérieur, ça aurait pu, comment dire, adapter l'espace aux dimensions du nouveau monstre. Ouais. Et là, Oui, c'est vrai. et là, en fait, on revient à Hawkins et donc on se referme sur une dimension beaucoup plus réduite. On dirait que le monstre ne menace que Hawkins. Ouais. Mais ça paraît logique si on est dans la continuité de ce passage de cap du personnage d'Eleven, c'est que tout devient trop petit. Hawkins est trop petit pour trouver les réponses nécessaires Pourquoi il retourne du coup après? pour aller battre le monstre. La réponse, elle se trouve ailleurs. C'est même toutes les idées quand une jeune fille dans le cinéma américain va fuir. C'est toujours pour revenir, trouver les réponses et revenir au foyer. Revenir grandi. Ça se passe toujours comme ça. C'est toujours le retour au foyer à la fin du voyage. Justement, moi je trouve que le fait qu'elle revienne, c'est qu'en fait elle n'a pas trouvé les réponses dans le monde extérieur et que les réponses elle les trouve à Hawkins. Elle les a trouvées, vu que le dénouement c'est elle. Elle arrive, elle referme le portail et basta quoi. Et même c'est tellement expédié vite que ça en est presque drôle. Mais je pense que ce passage, si il n'est pas là, je veux dire, il n'y a rien qui arrête. Enfin, en fait, on a découvert que toute la série était centrée sur le fait que le personnage Eleven devait retrouver sa sœur en fait. Et si elle retrouve pas sa sœur, Hawkins meurt, dépérit, pourri, on appelle ça comme C'est on ça, veut, et si, pourri de l'intérieur. si on cherche un peu plus dans cet épisode-là en particulier, puisqu'on en parle, c'est par cet épisode-là qu'elle apprend à gérer ses pouvoirs avec on va dire une colère et une haine particulière qui lui font avoir un pouvoir qui est c'est absolument comme, incroyable. Et sans ce passage avec cette rencontre, avec cette nouvelle sœur qui lui fait déplacer le wagon, on s'en souvient, c'est en se souvenant de ce que sa sœur lui a dit par la rencontre dans cet épisode-là qu'elle réussit à avoir un pouvoir incroyable pour refermer le portail. Donc c'est un petit peu quand même, enfin elle utilise la découverte de sa sœur à la fin de la saison pour pouvoir fermer le portail. L'épisode 8, c'est l'équivalent de l'Empire contre-attaque dans Star Wars. C'est vraiment elle qui s'exile pour apprendre le pouvoir, ses pouvoirs, avec Maître Yoda qui serait sa sœur. Et du coup, qui revient plus forte. Le retour de compliment, du coup. Oui, c'est un Donc du coup, justement, on parlait de cette petite notion je minimise, cette grosse notion d'espace, justement, où Clément, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, et là ce serait l'occasion de développer justement cette notion de contamination dans cette saison 2 qui est omniprésente partout. Cette contamination finalement d'un monde qui est un petit peu fantasmé et par rapport donc à ce monde prosaïque qu'on nous montre, est-ce que tu peux justement nous en dire un petit peu plus? La contamination, elle répond davantage à une communication finalement entre les espaces. Qui entend contamination entend interaction entre les deux mondes. Et du coup, on le voyait dans la saison 1 déjà où Will était enfermé dans l'Upside Down et communiquait à travers différents moyens, donc la lumière qui crépitait dans l'espace intérieur de son foyer. Il communiquait avec son frère, et son grand frère et sa mère, Joyce. Et du coup, dans un langage un peu de morse, un peu, si on veut. Et là, on reprend la même idée. C'est à la fois un reproche et à la fois quelque chose de cohérent et plutôt qualitatif. C'est que on élargit un peu pour le coup, du moins on approfondit un peu cette question où Will finalement là est à la fois ici et absent. Finalement, il est là et absent dans le sens où il est possédé. Dans la saison, il est possédé par un monstre. Finalement, le monstre l'imprègne en lui au lieu que ce soit lui qui imprègne le monde de l'Upside Down. Et pour le coup, donc le mal est déjà là. Le mal s'insinue finalement à travers le personnage de Will dans le foyer américain douillet, quoi. Il le dit, il le sent dans sa nuque. Il le sentait dans sa bien nuque sûr, et ensuite ça l'a envahi à un moment clé. Ça l'envahit, donc ça part par une infection locale d'un individu en particulier qui va après s'élargir et on le voit très bien à l'image lorsque cette communication et cette contamination passent par les dessins de Will qui vont finalement après se répandre dans tout le foyer
sur tous les murs du foyer américain. Et de là part une idée intéressante de contamination qu'on voit dans les premiers épisodes où, par exemple, les citrouilles dans les potagers de Hawkins sont totalement pourries. Donc un pourrissement, un délitement progressif de la campagne américaine par un monde souterrain qui prend possession finalement du monde proséique, petit à petit. Et ça, c'est très intéressant. Là, pour le coup, c'est un prolongement qui dit quelque chose, qui approfondit quelque chose au lieu d'appauvrir par une redondance. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit et en même temps sur ce qu'on a dit en introduction sur le personnage, justement, en partie un peu sur le personnage d'Eleven. C'est-à-dire que la jeune fille, au tout début, quand elle passe, quand elle revient, on va dire, elle revient dans le monde prosaïque d'Hawkins, qui n'est pas encore complètement pourri. Comment on peut dire ça? Elle va, à un moment, elle va vouloir s'échapper, elle va vouloir fuir ce monde qui n'est pas assez grand pour elle. Ce qui peut être dérangeant et ce qui est arrivé très rarement disons, dans toute cette histoire du cinéma, cette partie de l'histoire du cinéma américain, c'est que le monde qu'elle traverse pour ensuite revenir au foyer et créer dénouement est tout le temps fantasmé ou hétérotopique. Là, ce qui se passe, c'est que c'est un monde dramatique qu'elle va traverser en retournant voir sa mère, en allant voir sa sœur, dans quelque chose de très glauque. Elle a 13 ans, elle traverse les rues infectes de New York. Bon, De Chicago, je crois. C'est Chicago. C'est dans l'Illinois, donc je suppose que c'est Chicago. Chicago. Et, mais en tout cas, bon, même si elle n'a pas grand-chose à craindre, c'est vrai que ça fait un peu... Enfin, il y a quelque chose de déséquilibré dans le fait de voir cette jeune fille de campagne aller dans une grande ville. Pareil, c'est un grand fantasme du cinéma américain, c'est-à-dire la jeune fille de campagne qui va dans une grande ville. Et quand elle s'enfuit, c'est qu'elle a enfin les réponses pour revenir dans le monde. Pour moi, la contamination, elle vient de là, en fait. C'est la contamination de sa colère. Elle apprend à la maîtriser. Bon, c'est Star Wars, hein, on va pas se le cacher. Elle apprend à la maîtriser. Quand elle a appris à la maîtriser, elle va refermer sa propre colère. Et en fait, il y aurait de ça. Il y aurait du fait que le délitement d'Hawkins provienne d'elle-même, provienne de sa propre colère. Et il provient tellement de sa propre colère que c'est elle qui a ouvert le portail dans la saison 1. Par quoi? Sa colère, sa peur. Sa peur de petite fille et sa colère contre son père et les scientifiques qui lui font du mal. Et du coup, je trouve ça intéressant que tous les mondes, les trois couches des mondes, c'est-à-dire le monde prosaïque 1, qui serait le monde de Hawkins, le monde prosaïque 2, qui serait Chicago, du coup, et le monde fantasme, le monde non pas hétérotopique, il faudrait trouver le contraire du mot, mais le monde où le temps, ou en tout cas le temps n'est plus, donc ce monde... L'Upside Down. L'Upside Down. C'est les trois couches d'Eleven, en fait. C'est pour moi les trois parties de sa personnalité. Et elle arrive à refermer, pour l'instant, l'Upside Down. Et l'image clé de la fin est très intéressante, vu que l'Upside Down, et malgré le fait qu'elle est refermée momentanément au bal d'hiver, qu'elle est refermée momentanément cette question, il y a encore la gigantesque forme qui la recouvre et qui la menace à tout bout de champ. Pour moi, la communication entre les mondes, ça signifie cela. Et donc, Nicolas, donc tu parlais de Elf il y a juste un instant, et justement, on pourrait peut-être aussi partir du côté un peu plus des acteurs en particulier, notamment sur cette sensation qu'on a dans toute cette saison 2, qui est une sensation enfin en tout cas pour ma part, de deuil vis-à-vis de justement de Eleven qui est absente dès le départ dans la tête de Mike et qui va le rendre triste dans toute cette saison. Est-ce que toi, par rapport aux acteurs en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à nous présenter à ce sujet? Oui, il y a quelque chose par rapport au personnage de Millie Bobby Brown. Alors concrètement, ma thèse, c'est que c'est un fantôme. C'est qu'en fait, elle est morte en fin de saison 1 et que toute la série sert à la ressusciter. C'est-à-dire que ce fameux épisode 8 dont on parle, c'est aller vers un autre monde pour revenir dans le premier monde prosaïque, son monde, à elle, le petit monde d'Hawkins, donc le cocon où elle vivrait.
pour moi, effectivement, elle passe. Enfin, dans le cinéma américain, je minimise jamais les passages de portail. Pour moi, quand elle passe le premier portail et quand elle revient et qu'elle est invisible par tout le monde, hormis par Hopper, qui lui-même a perdu sa fille, donc qui est lui-même en deuil, ça signifie pas rien du tout. Ça a un sens qui me semble, qui me semble déterminant. Et déjà, ça a un lien aussi avec une autre filmographie beaucoup plus récente, et non pas un lien avec toujours, parce qu'on raconte toujours Stranger Things aux années 80. Pour moi, c'est un lien très fort, ce problème du deuil avec certains films, par exemple, de J.J. Abrams, notamment Super 8, où voilà, il a lancé finalement Stranger Things et on passe on passe peut-être une demi-heure dans Super 8 à parler du deuil du garçon, Oui, du deuil de la fille jouée par Elle Fanning. Enfin voilà, c'est pour le coup, c'est un deuil qui contamine en plus. voilà. C'est Alors que dans les années pas 80, content c'était partout. une famille, voilà, la famille Spielbergienne qui était un peu en crise, mais qui allait être justement réparée par les fantasmes et les aventures d'un petit garçon, d'une petite fille, quoi. Et là, pour le coup, le deuil est déjà consumé, quoi. Et c'est peut-être, on peut voir, voilà, on peut interpréter ça comme on veut, peut-être le deuil de post-2001, enfin voilà. Et du coup, ça se voit aussi dans ce passage-là entre les mondes, de voir le personnage d'Eleven comme une renaissance finalement aussi, comme un combat contre justement le refus du deuil peut-être. Parce que Mike en fait pendant toute la saison 2 le deuil d'Eleven progressivement. Et pour le coup, ce retour-là, cette renaissance, parce qu'elle renaît à travers bon, sans faire de symbolique un peu freudienne, mais elle renaît à travers une fente qui est le portail. Elle arrive comme un enfant quasiment en bas âge. Elle revient dans un. Une petite fente, au début, on se souvient Ouais, du voilà. premier épisode, c'est une petite fente qu'elle fait exploser Voilà, avec sa main, exactement. donc c'est quand même quelque Donc, chose. c'est un refus de mourir finalement et de revenir dans le monde prosaïque et de faire éteindre aussi ce deuil de Mike aussi. Et voilà, moi on parle des personnages, mais il y a une léthargie qui se comprend, qui peut être appréciable, mais qui manque pour moi, qui du coup affecte le dynamisme de la saison 2. C'est voilà, le personnage de Mike qui vraiment est en deuil, une forme d'endormissement et qui affecte un peu peut-être le reste des personnages où j'ai l'impression que on ne croit plus vraiment à ce qu'on veut, à nos quêtes. C'est-à-dire on se confronte encore comment dire, à des petits monstres à chaque fois qui se développent autour du Demogorgon de Ouais, la mais saison 1. Et du coup, on est déjà habitué à ce qu'on a vu. Et les personnages semblent peut-être un peu blasés. Et du coup, moi, j'ai trouvé que j'étais un peu désabusé de revoir finalement le même mal avec un grand thème. Justement, je pense que là est, entre guillemets le leurre ou cet état un peu léthargique Oui. de Mike justement pendant tout le long de la saison 2, dans cet endormissement un petit peu, on va dire presque sentimental, Oui, oui. etc., est au service enfin en tout cas c'est un avis très personnel, mais de la fin, où justement quand le shérif arrive pour lui dire que voilà c'est lui qui s'est occupé de Elf pendant tout ce temps. Il y a une scène qui pour moi est d'une violence incroyable, qui est celle où justement il est complètement, il est complètement désespéré et en même temps il a l'impression qu'on lui a menti Oui, ouais. pendant très longtemps, enfin pendant 1 an en fait, et il est meurtri au fond de lui-même. Et là je trouve que cet état léthargique est au service de cette scène-là, qui pour moi est une scène hyper forte qu'on voit enfin qui pour moi est amené par ce côté où les personnages grandissent et ils font face à des choses justement auxquelles ils n'ont Ouais. jamais fait face avant, Oui, donc c'est vrai. là des Démogorgon, etc. Là on passe à quelque chose qui est de l'ordre d'un monstre, mais un monstre sentimental et quelque chose de beaucoup plus dur. Et moi, je trouve aussi que le fait que Mike est un peu dans cet état-là de léthargie, comme tu dis, ça permet de le mettre un peu au second plan et de mettre en avant les personnages qui, dans la saison 1, restaient quand même très Ouais. secondaires. Lucas, c'est vrai Là, que Lucas et l'autre, je sais- Dustin, et ouais. Dustin, Ouais. ils prennent une importance qu'ils n'avaient pas forcément dans la saison 1, et moi, je C'est trouvais vrai. ça très intéressant et très Ça positif. rééquilibre peut-être les Ouais. écueils et les apories de la saison 1 à ce niveau-là. S'il faut être critique sur le personnage de Mike, je dirais que on peut le voir comme un point de fixation vraiment indispensable. C'est-à-dire que, pour le coup, le personnage de Mike,
fonctionne dans la saison 2 comme la trace de la saison 1. Oui. C'est-à-dire qu'on se remémore du Mike de la saison 1 pour arriver à fixer nos idées et les projections de Mike sur la saison 2. C'est ce qui le rend émouvant. Sinon, effectivement, si tu prends la saison 2 comme une unité à part entière, pas très intéressant comme personnage. c'est sûr. Un personnage de deuil très classique, et même presque plus que inintéressant par rapport à Super 8, notamment où le personnage est amoureux dans Super 8, il fantasme, Ouais, enfin, il y a bien sûr. quelque chose de super intéressant. Ce qui n'est pas le cas dans la saison 2, mais le fait qu'on le connaisse dans la saison 1, il apporte quelque chose d'intéressant. Et ce point de fixation, il va même rester jusqu'au bal d'hiver. C'est-à-dire que l'attente, on en est jusqu'à là quand même, on en est Ouais. jusqu'au fait que cette attente de la De l'amour. mais même de l'ascension, on va dire, si on veut prendre une métaphore biblique de Eleven, donc la manière dont elle ressuscite, ça va jusqu'à la fin où Ouais, se tout le monde concrétise, part ouais. autour d'elle et Mike est encore là à l'attendre. Tout seul, ouais. Et on sait que si, il y a encore quelques saisons de Stranger Things, en fait, si on veut rendre le personnage de Mike intéressant, tu te débarrasses d'Eleven une bonne fois pour toutes, et alors là, c'est compliqué. voilà, ça devient compliqué, mais le personnage est dans un tel état enfin, il y a une telle liaison entre ces deux personnages, À distance, ouais. toujours à distance, et on se rappelle au tout début de la saison, quand Eleven vient voir Mike, pour le coup, c'est un pur fantôme, hein, Oui. alors tu t'en parleras peut-être plus précisément, mais c'est un pur fantôme qui se joue, qui est autour de lui, et il y a quand même un ressenti du personnage, c'est-à-dire un fantôme est toujours frappeur, il n'est jamais, il n'est jamais qu'une trace que personne ne ressent, sinon Oui. il n'a pas lieu d'être. Donc Mike le ressent, ce fantôme, Oui. c'est ça qui est terrible, il est frappé par l'idée que Eleven est encore là et existe encore. Et cette possibilité d'une inexistence d'Eleven, donc en gros de sa mort clinique, pour moi, rend le personnage de Mike super intéressant. C'est une trace de plus en fait. Tous les personnages ne sont que des traces qui tournent autour d'Eleven. Sauf effectivement deux personnages. Ça c'est le format sériel qui l'impose, les personnages de Dustin et de Lucas qui deviennent intéressants pour pas qu'on s'ennuie trop non plus Oui, dans la voilà. Oui, série. aussi, Voilà, il y a ça. une petite histoire interne là-dedans où justement on parlait de sentiments, on peut clairement parler de sentiments amoureux, où on a dans cette saison-là Lucas et Dustin qui vont être épris par cette fameuse par cette fameuse Max dont le premier épisode s'appelle Mad Max Sadie Sink et où là on a une histoire intéressante justement où ce qu'on pensait un peu bateau, enfin moi pour ma part dans la saison 1 où on a un personnage comme celui de Nancy avec sa relation avec Jonathan et Steve qui est Oui, un peu ambigu, on la retrouve dans On la la retrouve, saison 2 ouais. encore. C'est pour moi, je pense, enfin j'ai trouvé ça un peu lourd en fait parce que ça n'évolue pas spécialement mis à part une scène un peu voilà Oui, oui. dans Oui, la oui. dans la chambre. C'est accessoire. C'est un il y peu a quand même accessoire. il y a des choses accessoires dont on pourrait se passer quand même dans cette saison. C'est aussi l'apparition de Max et Son son frère, frère joli. qui est très longue à se développer, qui est très longue à vraiment concrétiser le pourquoi du comment ils sont arrivés dans cette saison, ils font irruption dans cette saison. C'est beaucoup trop long et ça prend beaucoup trop de place et on Ouais. aurait peut-être dû s'en débarrasser avant de Ouais, se- là, Là, je suis d'accord. on est dans la pure référence, c'est-à-dire qu'il y a un beau Ouais. gosse de l'université Oui, bien américaine sûr. qui remplace un beau gosse de l'université américaine. Presque s'il l'avait pas fait, c'était une faute de goût en fait. Dans un teen Oui. movie traditionnel des années 80, on peut pas ne pas faire ça en fait. Ça paraît très compliqué. Et le Tu fait penses qu'il ait que une ça aurait été sœur blâmé qui soit liée à des losers, pareil, c'est Oui. quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Moi, j'avoue que aussi que j'ai été un peu, peu sceptique vis-à-vis de ces deux nouveaux personnages parce que c'est vrai que j'ai pas trop compris aussi. trouver d'intérêt. Ouais. Je trouvais ça intéressant. En fait, il y aurait peut-être une piste, c'est que comment il s'appelle le grand frère? C'est le grand frère un peu bad boy. quoi. Ouais, voilà, Ouais. Bah, il est quand même, je trouve qu'il a un style qui fait très années 50 et très Marlon Brando avec il écoute du rock, il Oh, est il un a peu quand même un bon badass. style années 80 quand même. Ouais, peut-être, mais Puis, je trouve il y a quelque chose oui, qui vient je des vois. années 50 quoi. Oui, il Il a un peu un look de Marlon Brando, un peu le anachronique, oui. mauvais garçon qui écoute du hard rock, etc. Donc je sais pas s'il y a quelque chose à creuser là-dessus sur le rapport années 50, années 80. Peut-être, oui, mais je pense qu'il
on peut pas approfondir. Enfin, les frères de Thor ne l'ont pas pensé comme Bah ça. ouais, c'est et- pour ça, il reste un peu, il a un statut Ouais. un peu incertain, je trouve. Mais un peu bizarre du mec qui est là, qui arrive Et et l'explication est juste faible par- aussi. par- Non, mais L'explication de est toute faible. façon, il suffit de lire les arcs narratifs, c'est-à-dire que l'arc narratif de Max et de ce personnage dont on n'a pas le nom, euh, c'est un arc narratif qui accompagne celui de Lucas et Dustin, en fait. Surtout de Lucas, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est l'arc narratif complémentaire, comme on a dit. C'est Oui, c'est accessoire, celui ouais. qui sert à ce qu'on s'ennuie pas trop pendant la série. Et pour moi, Pourtant, ça m'ennuie, hein, ces passages-là m'ennuient. Non, mais vraiment. Enfin, Non, je veux mais dire, mis à part avoir un peu d'oppression sur Lucas, Oui, je veux voilà, dire. Non, c'est mais faible. Mike, c'est un C'est intérêt faible. très précis à un moment donné qui est super important, c'est quand Eleven se retrouve Oui, oui, dans le lycée bien et sûr. qu'elle l'a fait tomber de son skate. Oui, non, mais la fille a un rôle important, et la fille a Ça un rôle. montre quand même que Eleven hante littéralement Bien Mike. sûr, C'est-à-dire oui, mais qu'au c'est- moment où une relation de confiance pourrait se créer entre ces deux personnages, possiblement, Mike est persuadé qu'Eleven est dans le coin. Oui, mais est-ce Voilà. que ça valait le coup d'introduire, enfin, moi, c'est ma question, est-ce que ça valait le coup d'introduire deux nouveaux personnages Oui. en prenant Et autant surtout de temps Surtout pour qu'il que finalement, je suis d'accord, ça sert vraiment le propos de Mike et hanté, mais C'est sur une scène. c'est L'intérêt sur de une deux scène personnages l'intérêt accessoires est sur fort. l'ensemble d'une saison se justifie sur une scène. Non, C'est un peu après, faible. oui, alors c'est très Parce que faible. pour l'explication l'instant, oui. de pourquoi il est violent, pourquoi il est tout, c'est juste une explication parentale parce que son père c'est est ça, violent. et exactement. C'est totalement bidon. Enfin, C'est très faible, mais pour leur défense, il y a 5 saisons à faire. Peut-être qu'ils vont revenir, ouais. Je pense, Ah oui, oui, je bien pense sûr. qu'effectivement, les personnages qui sont introduits ils aujourd'hui, se justifieront peut-être. enfin, on saison peut 3. pas parler d'Eleven et Mike pendant 5 saisons. À un moment, on va vite faire le tour, quoi. Même si les deux Possible. premières étaient très importantes parce qu'il y avait la thèse et l'antithèse ou le champ et le contre-champ, comme vous voulez. Mm. Là, maintenant, ça va devenir compliqué de filer Bien sûr, trop bien sûr. longtemps. Pour apporter un l'histoire. peu plus de richesse. On parlait justement tout à l'heure de ces différents espaces qui étaient instaurés dans cette saison 2 à nouveau. Et on a commencé un tout petit peu, j'aimerais qu'on développe un peu plus sur ce sujet qui est de la communication, lors de la communication justement entre ces deux espaces qui se font par des moyens qui sont peut-être un peu autres ou un peu plus poussés que sur la saison 1. Est-ce qu'on en parle brièvement? Mais c'est surtout en fait la communication. Bon, on parlait de la communication entre les espaces. Là, on peut parler de communication entre Eleven et Mike et Eleven et ses différents niveaux de conscience quand elle communique avec sa mère qui est du coup comment dire totalement malade et incapable de communiquer quoi que ce soit. Elle arrive justement dans une sorte une série de scènes mentales qui rappellent beaucoup l'esthétique de Under the Skin. Voilà, donc c'est une sorte de territoire mental qui est totalement noir, obscur, qui entoure les personnages qui sont eux éclairés. C'est purement années 2000 pour le coup. Oui, voilà. Les espaces, Voilà. les espaces mentaux minimalistes comme ça, avec des Exactement, montages c'est rapides. 2010, c'est très actuel et c'est peut-être quelque chose qui m'a intéressé beaucoup parce que ça a réactualisé un petit peu au moment où on perdait un peu cette actualisation de la série, de la saison et qu'on se perdait un peu peut-être dans les années 80 et qu'on restait un peu trop dans les années 80, ces petites bribes de projection mentale nous ont rappelé aux années 2010 à 2017 et c'était très intéressant et surtout bon voilà on parlait de fantôme Eleven on peut la considérer effectivement comme un fantôme qui communique à travers des moyens de communication de l'époque pour le coup donc des vieilles télé talkie-walkie et qui rappelle voilà dans cette façon de communiquer à travers les objets des outils de communication technologique la J-Horror, par exemple, la Japan Horror des années 90, Kiyoshi Kurosawa et tout, donc, où les fantômes s'insinuaient dans les outils de communication technologique. Donc là, c'était plus les ordinateurs, les modems, les téléphones portables. Et on reprend un peu cette idée-là qui est assez intéressante. Voilà. Et, Les outils de communication éphémères en plus. Oui, Donc qui sont des imaginaires fantastiques pour nous aujourd'hui en Bien 2010 sûr. ou pour la jeunesse.
mais du coup, on communique plus trop avec l'Upside Down, comparé à la saison 1 Ouais. où ça faisait que passer, repasser, on faisait des allers-retours entre Upside Down et monde réel. Là, dans la saison 2, on y va beaucoup moins. Il y a les scientifiques qui y vont, tout ça. Et effectivement, on communique beaucoup plus avec le monde que je trouve, moi, beaucoup trop calqué sur Under the Skin. Oui, c'est vrai. Là, C'est un peu dommage, mais on communique beaucoup plus avec ce monde-là et avec les outils technologiques, etc., qu'avec l'Upside Down en tant que tel. Mais l'Upside Down, en fait, est déjà là, en fait. Il est déjà là. Oui, c'est ce qu'on disait au Ouais, il est début, déjà il est passé déjà dans dans le le monde de... Bah, il est déjà dans le corps de Will. Il est même dans Eleven aussi. Oui, Enfin, c'est voilà. Eleven, si on veut être un peu métaphorique, on va dire. Ouais, voilà. Donc, Là, la différence que je trouve avec la saison 1, c'est que dans la saison 1, c'est le monde prosaïque qui cherche à rentrer en communication Voilà. avec justement ce monde-là. Et que là, dans cette saison 2, c'est littéralement donc, tout ce qui est de l'ordre de la figure monstrueuse, du monstre, de la contamination, donc tout le mal en fait qui arrive à Hawkins, c'est l'Upside Down qui communique directement avec le monde prosaïque. Oui, Et c'est en ça Je dirais que je trouve, t'as raison. la scène de Will, par exemple, la scène de torture, où justement la mère souhaite d'exorcisme, ouais. par exemple. Où là, c'est très 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 violent, je trouve, cette notion de Will devient l'espion, et donc du Oui, coup, oui. tout le monde se retourne un peu contre lui, mais malgré eux, parce qu'ils l'aiment quand même, et voilà. Il y a toute une scène d'exorcisme, justement, où on se rend compte qu'en fait, là, c'est carrément l'Upside Down qui communique directement avec le monde prosaïque, qui agit sur le monde prosaïque et les personnages directement, dans le seul but, c'est de les tuer. C'est quoi qu'il arrive, c'est de les tuer. Et ce moyen de communication, justement, se fait par les sensations, donc là, ces sensations de chaleur, qui sont des choses du virus. Mais on retiendra, par exemple, tuer le microbe. le morse, par exemple, où Will, sur sa chaise, dans le petit cabanon, là, où il est isolé, essaye toujours de rentrer en communication avec ses amis En tapotant sur la... en tapotant Mais sur on la sait chaise. pas si finalement le monstre veut tuer. On sait pas les intentions du monstre. Non, c'est pas tuer, oui. C'est pas ce qu'il veut faire. C'est une extension. C'est peut-être se substituer au monde. Non, mais la bonne vanne dans la série, c'est comme les nazis. À un moment, ils c'est la bonne blague. C'est effectivement, c'est une volonté d'expansion totale, un impérialisme absolu, on va dire. Mais bon, concrètement, ils tuent, quoi. Enfin, il y a Oui, pas mais de... Ils tuent la végétation, ils contaminent. Oui. Je sais pas Ouais, s'ils ils contaminent, tuent, mais ils ils contaminent en tout cas. Et il se trouve que les corps qui contaminent ne résistent pas, quoi. Enfin, voilà. C'est un peu, Donc, après c'est peut-être poussé un peu On loin, voit mais déjà les il conséquences, contamine la peut-être. nourriture qui nourrit l'homme et lui permet Bah, de il vivre. C'est contamine tout, symbolique. en fait. Il Il contamine contamine Je pense tout. que c'est une progression, une contamination, Voilà, c'est un c'est ça. processus. Et du C'est coup, ça. on voit déjà l'état des citrouilles dans les premiers épisodes. Bon, bah, on sent déjà que ça sera notre état si on laisse faire. cette Complètement. mutation. Et pour aller un peu plus loin, il contamine même d'une manière complètement, je trouve, sournoise par l'arrivée, et c'est tout un épisode d'ailleurs du batracien, l'arrivée de ce petit, lézard. Ouais. Il va réussir à contaminer ces jeunes personnages un peu secondaires qui sont censés un peu nous attendrir en leur faisant mettre le focus, on va dire, sur ce petit batracien qui au final va prendre une ampleur incroyable et qui va les contaminer par, je pense, beaucoup de culpabilité pour Dustin. Et on va vite se rendre compte qu'en fait c'était pas le seul petit lézard et qu'il y en a en fait toute une multitude. Et que Mais c'est un moyen narratif aussi de mettre en crise ce groupe de 4. ouais, c'est ça, voilà, exactement. Où ils se déchirent un peu, où Dustin leur ment parce qu'il voulait le garder pour lui, il voulait le domestiquer. Enfin, voilà. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que ce Dimogorgon, le Dimodog, Dimodog, comme il l'appelle, ouais. qui recueille, à la fin, le Dimodog, il y a comme une sorte d'attendrissement du Dimodog vis-à-vis de Bien sûr, Dustin, ouais. il le reconnaît. Et donc, Oui, il y a quelque part, il y a peut-être une contamination, une amorce de contamination dans l'autre sens de Dustin qui contamine le Dimodog. bah, Je il y a- pense qu'on ne Ouais, c'est précisera pas, mais... il y a cette amorce. Alors par contre, moi j'ai trouvé ça génial, le fait qu'il bouffe un chat. Parce que pour le coup, je trouve que c'est contaminé absolument toute l'imagerie de 2010. Quoi. Enfin, il y a quelque chose de ça. C'est peut-être aller un peu Tu vois. loin. Non, mais je veux dire, il aurait pu bouffer n'importe quoi d'autre. Il bouffe le chat roux De Dustin, ouais. Enfin, le chat roux cool de la mère de Dustin, quoi. Tu vois, donc, moi, je trouve ça drôle.
dernière chose à remarquer dans cette saison 2, pardon, c'est l'arrivée du personnage de Bob, qui est un personnage absolument incroyable. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce personnage de Bob? Oui, alors pour moi, il a vraiment une fonction symbolique très forte, parce que donc, ce personnage de Bob est joué par Sean Astin. Et Sean Astin, c'était l'acteur principal d'un des films cultes des années 80 qui est Les Goonies. Donc pour moi, ce choix d'acteur-là précisément, dans une série qui revendique un héritage spécifique qui est celui des années 80, ça a rien d'innocent pour moi. Et donc c'est là-dedans pour moi qu'il faut resituer Sean Astin. La fonction symbolique de Sean Astin, elle se remarque notamment pour moi dans deux scènes. Il y a la scène où il meurt physiquement, qui est celle qui arrive dans l'épisode 8, il me semble. Où en quelque sorte, c'est comme s'il refaisait, parce que les Goonies, c'était une sorte de parcours. C'était un upside down aussi. Hein. Ouais, il y avait aussi cette dimension d'upside down où il y avait un monde souterrain. Mais le monde souterrain des Goonies, il est beaucoup plus sécurisé et beaucoup moins sérieux. C'est presque un parc d'attractions, avec des obstacles, etc. Mais on sait qu'il n'y a rien de bien sérieux. C'est sur un rail, quoi. Voilà, on va d'attraction en attraction et puis à la fin on retrouve les parents. Ça une esthétique d'une époque, malgré tout. Oui, c'est optimiste. C'était soit tu fonçais dans le trash, soit tu étais obligé de faire grand public. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Mais du coup, il n'y avait pas de grand esprit de sérieux et à la fin, voilà, on retrouve les parents, tout rentre dans l'ordre, etc. Alors que là, le parcours que fait Sean Astin dans l'épisode 8, il est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus terrifiant. C'est un survival movie, c'est exactement avec lui dans l'hôpital. Les monstres, ils sont beaucoup plus réels et beaucoup plus mortels. Et donc voilà, il y a ce parallèle-là qui est... Quelque part, ce deuxième parcours met une distance avec le premier parcours des années 80. Et pour moi, il y a une seconde mort qui est beaucoup plus significative de Sean Astin, c'est dans l'épisode 3, il me semble. C'est quand Sean Astin dit à Will... qui vient de se confier à lui. Moi, quand j'étais petit, quand je croyais qu'il y avait un monstre dans mon placard, et à un moment, je lui ai dit tu ne me fais pas peur, je ne crois plus en toi. Et du coup, le monstre disparaissait, et effectivement, il n'avait plus peur. Et pour moi, ce type de rapport au monstre et à la menace, c'est un rapport qui vient directement des années 80, où la croyance de l'enfant joue énormément dans la nature du monstre. Donc, Sean Astin essaye de faire passer cette leçon-là à Will, et Will va tenter de l'appliquer. Il va tenter lui aussi de dire au monstre tu ne me fais pas peur parce que tu n'existes pas. Sauf que dans les années 2010, dans nos années à nous, cette technique-là ne marche plus. Le monstre est réel, quoi qu'on pense de lui. Ouais. Et pourquoi c'est une mort de Sean Astin? Parce que cette leçon-là qui ne marche plus va aggraver la situation. Ouais. C'est-à-dire que si Will n'avait pas appliqué la leçon de Sean Astin, peut-être que la menace aurait été plus facile à vaincre, peut-être que ça aurait été moins compliqué que ce qu'ils sont obligés de faire. Maintenant, le monstre est dans le corps de Will, ça met en jeu sa propre vie, etc. Donc, en fait, cette scène-là qui arrive à la fin de l'épisode 3 met à mort, même quasi explicitement, un certain esprit d'époque qui vient des années 80. Mais c'est un personnage anachronique, quoi. Il appartient plus à ce temps, à cette époque. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on peut aussi voir une sorte d'anticorrélation entre justement Stranger Things, qui est une série où on l'a dit partout, qui est un hommage aux années 80, au cinéma hollywoodien des années 80, mais qui pour moi relate plutôt les années 2010. Esthétiquement parlant, on voit que surtout la saison 1 est très grise, très boueuse, il y a beaucoup de choses qui reviennent d'ailleurs dans la saison 2, où le pourrissement, voilà, rend l'image assez terne. Alors que dans les années 80, bon, c'est l'impérialisme réganien, tout est optimiste, l'hyperpuissance américaine, E.T. c'est référence à Reagan d'ailleurs à la fin de la saison où on voit les différents panneaux. Même tout au long de la saison, on voit les panneaux pour mais c'est vrai qu'il y a un rapport assez intéressant. Là, il y a un pessimisme qui est là. Mais à la nostalgie aussi, à la représentation d'une époque passée. Les années 80, elles représentaient les années 50 d'une manière complètement différente de la manière dont Stranger Things représente les années 80. C'est ça, et comme tu le disais parfaitement, en fait, on a ce côté qui, moi, en tout cas, m'a vraiment bluffé, m'a fait beaucoup réagir, c'est ce passage
on va dire la grosse différence esthétique entre la saison 1 et la saison 2, où, comme tu le dis, on avait dans la saison 1 quelque chose d'assez terne finalement, un petit peu C'était presque... très post-2001, hein. je- C'était je- très, C'est très ça, ouais. dans la lignée de ce que faisait J.J. Abrams. Exactement. On est dans le deuil, quoi. Et on a un passage, une transition esthétique pour moi dans la saison 2, de l'arrivée du numérique, mais avec une puissance mais incroyable, Ouais. que j'ai trouvé... alors je vais pas cracher dessus parce que moi j'ai trouvé ça très esthétique et très très joli. Moi ça m'a beaucoup plu ce genre d'image. Tout est beaucoup plus artificiel, mais on va dire c'est une artificialité qui est Dans son sens. plus sensible, Ouais. Oui, non, c'est qui est beaucoup plus intéressante. Et donc, c'est un petit peu ça dont j'aimerais voilà, vous parler et enchaîner là-dessus. Le côté un petit peu plus esthétique de cette saison 2. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Tu veux dire que les effets spéciaux sont plus réalistes ou moins réalistes? Alors justement, je pense que ça commence par les effets spéciaux, où dans la saison 1, on avait quelque chose d'assez, je vais pas dire frustrant, mais d'assez minime au niveau des effets spéciaux. On avait quand même quelque chose de poussé, mais ça allait. Je donne juste un élément par rapport à ça. Dans la saison 1, ils avaient un mec en mi-temps, un seul mec en mi-temps pour les effets numériques, on va dire, pour Ah tout ouais. ce qui était numérique. Là, ils avaient une équipe complète qui travaillait à plein temps. Donc Ils ça sont donne une plus, idée voilà, du exactement, changement en fait. complet de paradigme. C'est ça en fait, et on sent au niveau de cette production-là que le changement est Mais je trouve juste ça un peu considérable. dommageable dans la saison 2, justement. C'est pas un excès, je trouve pas ça outrancier, mais en fait, j'ai un désir, moi, c'est qu'on rétablisse un équilibre entre l'organique et le numérique, qu'on revienne à des effets spéciaux un peu, qu'on revienne. Je veux qu'on recrée un équilibre, c'est-à-dire qu'on ne choisisse pas uniquement des effets spéciaux organiques ou des effets spéciaux numériques. Et j'ai l'impression que la saison 2 de Stranger Things fait beaucoup trop la part belle aux effets et à l'outrance peut-être des effets numériques, notamment dans les Organique, dernières... tu veux dire les Organique, c'est-à-dire ce qui est physiquement devant la Oui, caméra, ce qui est propre, dans du filmique. costume. oui. animatroniques. Voilà, exactement. Donc, regardez The Things de Carpenter et vous serez servi. Mais du coup, pour le coup, la saison, la dernière séquence où Eleven ferme le portail, j'ai trouvé ça à la limite. C'était limite. C'était un point limite quasiment d'acceptation pour moi de ce surplus d'images numériques où par exemple le commissaire flingue les démodogs qui arrivent sur les parois sur le portail et tout. J'ai trouvé ça un peu too much. Et justement, j'aimais bien cette économie dans la saison 1 d'effets spéciaux numériques où c'était vraiment Tu parles pas d'un justifiable. équilibre. Là, c'est pas, tu parles pas d'un équilibre. Tu dis que t'aimerais pas d'effets numériques. en Non, gros. non, Parce que dans la saison, il y a clairement pas J'aimerais- d'équilibre. Il y a que quasiment. Non, que mais des bien sûr, non, mais je crois. enfin, ça c'est un désir qui, je pense, ne sera pas de toute façon concrétisé dans Stranger Things, mais voilà, c'est de manière plus générale. Mais finalement, dans la saison 2, je trouve qu'on en fait un peu trop d'effets spéciaux. Il y a un peu trop d'effets spéciaux et par exemple démultiplier C'est un peu le trop Démodog qui était présent dans la et qui était unique dans la saison 1. C'est pas un démodog, mais dans l'idée, C'était oui, le même genre de créature. dérivé quoi. Là on a ces dérivés mais x10 et c'était un peu trop pour moi. Enfin, voilà, esthétiquement ça m'a un peu déçu mais le reste était quand même appréciable. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous fait un peu sortir de la série, mais cette débauche d'effets numériques, mais qui en même temps prétend à toujours plus de réalisme, je trouve ça assez contradictoire et intéressant du coup, parce que ce soit à Hollywood, à Netflix ou dans la majeure partie des productions, des grosses productions, on a de plus en plus d'effets spéciaux numériques, c'est-à-dire que sur les lieux du tournage, les lieux de tournage se vident, Ouais. on n'a que du fond vert. Et se dématérialise et se déréalise, alors que dans l'image, au contraire, on va toujours vers beaucoup plus de réalisme, beaucoup plus de présence concrète des monstres qu'on essaie Tu la de- ressens toi en tant que spectateur vraiment cette présence concrète de... Ben, je trouve ça ouais, assez contradictoire, assez comment dire, Mais est-ce que paradoxal quoi. est-ce que tu sens vraiment cette présence de Après, Démodog qui... Après l'expérience du cette matière-là, spectateur, c'est autre chose, mais je veux dire dans cette volonté des créateurs de Oui. Hollywood et tout ça. Bien sûr. Stranger Things, c'est quand même des plateaux de tournage à répétition. Hein. C'est pas. Non, bien sûr. Par Oui, non, par exemple, celui-là, on en parle je comme, oui. prends l'exemple de Thor où Oui, tout oui, est oui, en bien fond sûr. vert à tel point que dans la bande-annonce, on Ouais, voit voilà. que la scène est dans une ville et que dans le film, elle est dans un pré. C'est vrai que ça fait. Là, ok.
Mais Stranger Things, c'est quand même tous les décors sont Oui. créés. Non, après, il y a des degrés différents Le dans les- numérique, voilà. c'est de l'ordre de la particule. Oui, Toi, ce c'est que tu vrai. veux dire, c'est quand elle arrête Oui, c'est plus l'attaque. voilà, cette séquence-là qui est pour moi Non, outrancière. mais il y a des degrés différents dans la dématérialisation et dans la numérisation, mais il y a quand même ce mouvement qui fait que on veut rendre plus réel vers ça. des choses qui sont de moins en moins Bien réelles. sûr. Et donc, c'est sur ces quelques derniers mots qu'on va conclure là pour notre podcast sur Stranger Things saison 2. Donc, encore une fois, merci en tout cas à Sébastien, Clément, Nicolas, vous qui êtes donc rédacteurs, je le rappelle, à Hétérotopie. Hétérotopie, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux donc de type Facebook en tapant tout simplement Hétérotopie dans la petite barre de recherche. Vous nous suivez, vous verrez toutes les critiques directement accessibles depuis aussi notre site internet que vous trouverez très facilement. Le site qui, je le rappelle, se trouve à l'adresse hétérotopie.net. N'hésitez pas donc à nous laisser des commentaires, des avis ou à rentrer en contact avec nous, on vous répondra très rapidement. Nicolas, donc merci à toi, merci à Clément, merci à Sébastien. On se retrouve donc pour un autre podcast très prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée à vous. À bientôt. À bientôt.